Qu'est-ce que le droit? Quand on pense au droit, on pense à un tribunal, à un procès au cours duquel interviendrait un juge, un avocat, un plaideur, une victime. Mais le droit, c'est un peu plus que ça. Pour les Romains, ius est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bon et du juste. C'est le métier de l'homme qui excelle en bien. Rien que ça. Avant de se lancer, il est important d'établir une summa divisio, une division fondamentale, car le droit est un mot polysème. Il a plusieurs sens juridiques. En effet, d'un côté, on trouve le droit objectif, qui désigne l'ensemble des règles organisant les rapports entre hommes. C'est la loi en général, les lois. De l'autre côté, on trouve le droit subjectif, qui rassemble les prérogatives reconnues aux individus dont ils peuvent se prévaloir. On y retrouve la liberté de circulation, la liberté de penser, la liberté religieuse, etc. À présent, intéressons-nous à la règle de droit. La règle de droit a plusieurs caractères. Tout d'abord, elle a un caractère général et impersonnel, c'est-à-dire qu'elle a vocation à s'appliquer à l'ensemble des individus. Elle a une finalité sociale qui est celle d'organiser la société, et d'autre part, elle a un caractère extérieur, c'est-à-dire que les gens ne se l'appliquent pas d'eux-mêmes, c'est une suggestion imposée de l'extérieur. Cependant, si l'on s'en tient à ces trois caractères, la règle de droit n'est pas si différente d'autres règles de conduite de la vie en société, telles que la morale, la religion, les règles de bienséance. Et c'est pourquoi il existe un caractère spécifique à la règle de droit, c'est la coercition étatique. Il est nécessaire qu'elle soit respectée et elle est imposée, ou bien elle s'applique par défaut lorsque les individus n'ont pas convenu entre eux d'une autre règle. L'État peut donc être amené à demander l'exécution contrainte de la règle de droit, ou bien la réparation des conséquences du non-respect de cette règle de droit, comme les dommages et intérêts, ou encore la punition, lorsque la personne s'est abstenue de respecter la règle de droit. Le droit objectif s'insère dans différents ordres juridiques. Il y a l'ordre juridique international, l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique interne. À chacun de ces ordres correspond son système de loi et ses pratiques. En France, on oppose les règles de droit public à celles de droit privé. Le droit public correspond à l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre l'État et les particuliers. On y retrouve le droit constitutionnel, le droit administratif, les libertés publiques, les finances publiques, etc. De l'autre côté, le droit privé régit les rapports entre particuliers. Et les principales branches en sont le droit civil et le droit commercial. Il existe cependant des règles de droit qui sont à la frontière entre privé et public, comme le droit pénal qui vise à protéger les individus mais également à sanctionner les infractions qui ont été commises contre l'intérêt général, c'est-à-dire contre l'État. Quant aux sources du droit, elles sont nombreuses. On retrouve les traités et conventions internationales, au premier rang desquels la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui existe depuis 1950 et qui comprend aujourd'hui 47 États membres sur le continent européen, du Portugal jusqu'en Russie. Cette institution est plébiscitée par les citoyens car elle leur permet de faire condamner un État qui ne respecterait pas les droits et libertés fondamentales reconnus par la Convention, que je vous invite à lire. On trouve ensuite les sources communautaires, qui sont le produit du fonctionnement des institutions européennes. Le Conseil européen définit les grandes orientations, la Commission européenne propose les lois, le Parlement et le Conseil de ministres prennent quant à eux la décision de voter la loi ou non. Enfin, à notre niveau, en France, on trouve la Constitution, les lois, les règlements, les ordonnances. Finalement, cela fait une grande variété de textes qu'il faut organiser, sous peine de s'y perdre. C'est ainsi que Hans Kelsen a théorisé la hiérarchie des normes, que l'on représente sous forme de pyramide, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, ou le bloc de constitutionnalité, suivi des traités internationaux et du droit communautaire, eux-mêmes au-dessus du bloc législatif, composé des lois et des ordonnances, et enfin la base, composée des règlements, décrets et arrêtés, qui viennent mettre en œuvre toutes les dispositions qui leur sont supérieures.
Pour veiller à l'intégrité de cette pyramide, on a recours à divers contrôles. Ainsi, lorsqu'un règlement est contraire à une loi qu'il est supposé mettre en œuvre, on peut lui opposer l'exception d'illégalité. Un particulier pourra ainsi faire valoir lors d'un procès que le règlement invoqué contre lui est en contradiction avec une norme d'autorité supérieure. Si le règlement est invoqué dans les 2 mois suivant la publication du texte, il y a moyen d'utiliser le recours pour excès de pouvoir qui permet d'annuler, de faire disparaître le règlement. On retrouve également le contrôle de conformité du traité ou du règlement communautaire à la Constitution, ce qui peut donner lieu, s'il y a contradiction entre les 2 textes, à un changement dans la Constitution. Le contrôle de conformité s'exécute aussi pour la loi vis-à-vis de la Constitution. Ce contrôle existe a priori avant la promulgation de la loi, mais également a posteriori par le mécanisme de la QPC, la question préjudicielle de constitutionnalité, qui permet à une partie de faire valoir lors d'un procès que la loi qui s'applique contre elle est contraire à la Constitution. Par principe, une loi nouvelle ne pourra pas s'appliquer à une situation née antérieurement. On dit de la loi qu'elle n'est pas rétroactive. En revanche, lorsque la loi nouvelle entre en vigueur, elle s'applique à tous les actes et faits qui lui sont postérieurs. C'est là l'effet immédiat de la loi nouvelle. Et enfin, pour clore le chapitre des sources du droit, il convient de parler de la doctrine qui vise à pointer du doigt les défaillances du système juridique et de mieux faire connaître le droit. Il y a également la coutume, à laquelle le législateur renvoie parfois, mais il faut également compter avec la jurisprudence que l'on peut entendre dans un sens large comme l'ensemble des décisions rendues par les juridictions dans une branche du droit ou dans son ensemble, et dans un sens strict, la jurisprudence correspond à une solution à un problème donné, une solution qui se répète et se maintient, si bien que si le même problème venait à être posé de nouveau, il est fort probable qu'il serait jugé conformément aux principes dégagés antérieurement. La formation de la jurisprudence tient au rôle que joue la Cour de cassation dans l'unification de l'interprétation donnée aux lois. En effet, le souci de sécurité juridique pousse les juridictions à être lisibles dans la manière où elles appliquent le droit, et l'organisation judiciaire participe à la formation de la jurisprudence, puisque à l'issue du procès en première instance, il est possible de faire appel, à la suite de l'appel, il est possible de se pourvoir en cassation. Les juges de cassation décident alors s'il faut casser ou rejeter le pourvoi. En cas de cassation, le procès est renvoyé en cour d'appel, qui peut alors aller dans le sens de la Cour de cassation ou lui résister, auquel cas la Cour de cassation se réunit en assemblée plénière et peut admettre qu'elle a tort ou forcer l'ensemble des juridictions à suivre son interprétation. Au chapitre des droits subjectifs, il faut avoir en tête que pour exercer un droit, il faut avoir la personnalité juridique. Il existe 2 catégories de personnes juridiques, les personnes physiques, grossièrement les êtres vivants, les humains, et les personnes morales, c'est-à-dire les personnes auxquelles la loi reconnaît la personne juridique, telles que les sociétés. Tout être humain acquiert la personnalité juridique dès la naissance, à la condition d'être né vivant et viable, puis l'on perd cette qualité de personne physique lorsque la mort est certaine, quand on constate l'arrêt complet des fonctions vitales, ou bien par déclaration d'absence ou de disparition, faite auprès du tribunal de grande instance. Il existe différentes catégories de droits subjectifs, la distinction fondamentale se situant entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Nous verrons plus en détail la composition de ces catégories, dont on peut dire pour le moment que le patrimoine correspond à l'ensemble des biens et obligations d'une personne, il comporte un actif et un passif, et que personnes physiques comme morales ont toutes un patrimoine. Au volet des sources des droits subjectifs, il y a les actes juridiques, conventions et actes unilatéraux, mais également les faits juridiques, qui sont des événements ou des actions qui engendrent des effets de droit indépendamment de la volonté des intéressés. Actes et faits juridiques feront l'objet d'une prochaine leçon, car ils méritent des développements plus approfondis. Alors, que peut-on dire du droit ? Le droit, ce sont des droits, ce sont des institutions, ce sont des normes qui sont hiérarchisées dans une pyramide, et c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Il faut que vous ayez conscience que ce n'est qu'un cours d'introduction au droit, qui en temps normal prend un semestre à étudier, et que nous avons résumé ici en quelques poignées de minutes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à travailler un peu la matière. En tous les cas, merci pour votre attention, et d'autres vidéos sont à votre disposition.